vous, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour téléspectateurs et amateurs de notre rubrique Totonga Congo. Nous sommes aujourd'hui à la 6e édition de notre rubrique. On est en train de parler des champs visuels. Aujourd'hui, on va parler des principes du champ visuel. On reprend un peu la définition du champ visuel. C'est tout l'espace qu'on voit en un instant quand vous regardez en un point. C'est-à-dire quand je regarde par exemple la caméra, je vois tout l'espace qui est en haut, tout l'espace qui est en bas, tout l'espace qui est à gauche, tout ce qui est à droite. Tout cet espace-là vu en une fois, c'est ça qu'on appelle le champ visuel. Il y a des anomalies qui font que ce champ visuel rétrécit, par exemple dans la rétinite pigmentaire, dans le glaucome et d'autres maladies. Alors c'est un indice qui signifie que la rétine est en train de souffrir. Alors dans ces cas-là, il faut normalement consulter le médecin pour découvrir qu'effectivement le champ visuel est en train de rétrécir et puis déterminer pourquoi c'est en train de se rétrécir. Aujourd'hui, on est à la planche numéro 11. On va parler des principes du champ visuel. Planche numéro 11. Il existe plusieurs méthodes de réaliser un examen du champ visuel. Planche numéro 11. Il y a la méthode comparative, c'est-à-dire que le malade et le médecin se regardent dans les yeux. Le médecin fait bouger une cible entre les yeux du malade et les yeux du médecin en l'éloignant vers la périphérie. Alors, dès que le malade ne voit plus la cible, on considère que le champ visuel du malade est rétréci parce que le médecin, lui, il examine, il fait contrôler régulièrement son champ visuel pour s'assurer que son champ visuel est normal. Donc, quand le malade ne voit plus et que le médecin continue à voir la cible qui se déplace, qui s'éloigne, ça signifie que le champ du malade est rétréci. C'est déjà un test préliminaire que tout le monde peut faire à la maison pour savoir si son champ visuel est intact. Il y a donc la méthode comparative ou d'appareillement estime l'étendue du champ visuel. Méthode, toujours planche 11, méthode appareillée. Parmi les méthodes appareillées, il y a la méthode mécanique, les anciens champs visuels qu'on appelait par exemple champ visuel de Goldman. Là, tout est opéré par l'opérateur. Toutes les commandes sont effectuées par l'opérateur de l'examen. Il y a des appareils actuellement, des appareils automatiques qui font tout. Ils font la projection, ils déterminent la position du spot, ils déterminent la taille du spot, l'intensité du spot. Et puis, maintenant, le malade doit remarquer doit indiquer s'il voit le spot ou pas. S'il ne voit pas le spot, il n'indique pas, l'appareil considère que le malade n'a pas vu. Ou bien, il peut se faire aussi que le malade a vu le spot, il est un peu distrait, ou bien il hésite. Alors, quand l'appareil va constater qu'il s'est passé un certain délai sans que le malade ne réponde, il considère que ce spot-là n'a pas été vu, donc que la rétine est insensible ou aveugle à ce point-là. Pourtant, c'est un spot que le malade avait vu, mais qu'il n'a pas signalé à la machine et à l'opérateur. Parmi les machines automatiques, il y en a des cinétiques comme l'appareil de Goldman, c'est-à-dire que la cible que le malade doit suivre se déplace, et il y en a qui sont des statiques, c'est-à-dire que le spot est fixe, on change d'intensité ou de couleur, et le malade doit indiquer si le spot est visible ou pas. S'il n'est pas visible, c'est que la rétine est insensible ou hyposensible à cet endroit. Et s'il est visible, c'est que la rétine fonctionne bien à cet endroit. On passe à la planche numéro 12. Planche numéro 12. Les campimètres automatiques comportent des dispositifs de mesure. Ça, c'est les avantages des appareils électroniques parce que il mesure automatiquement le diamètre de la pupille parce que le diamètre de la pupille détermine la quantité de lumière qui entre dans l'œil. S'il y a trop peu de lumière qui entre dans l'œil, la rétine risque de ne pas voir le spot parce qu'il est trop peu visible, il n'est pas assez illuminé. Les appareils automatiques font aussi le suivi vidéo de la fixation de la caméra. Parce que quand, par exemple, vous devez fixer la cible qui est devant vous et que vous regardez à côté et que la machine projette la cible, projette le spot de telle manière à tester la rétine temporale. Mais quand vous bougez, vous regardez la cible, ce spot-là ne tombera plus sur la rétine temporale, ça tombera sur une zone qui n'est pas la zone qu'on avait prédéterminée. Alors, si la nouvelle zone, la pseudo-zone, par exemple, voit le spot, peut-être que à la zone qui était prédéterminée à recevoir ce spot, peut-être que cette zone-là était aveugle. Alors, maintenant, quand vous n'avez pas fixé le spot, l'appareil va indiquer que cet endroit-là est bon, alors que cet endroit-là, effectivement, est malade. Comme l'endroit-là peut être malade, comme vous avez regardé quelque part ailleurs, le spot tombe sur un endroit qui est inappropriément
bon, alors le malade, l'appareil ne va pas découvrir la maladie. Donc il est très important de fixer la cible qui est devant pour que le spot tombe vraiment à l'endroit examiné pour savoir si l'endroit-là est normal ou si cet endroit-là est malade. C'est comme ça qu'avec les appareils automatiques, il y a des détecteurs des mouvements de l'œil pour voir si la cible, si l'œil fixe vraiment la cible, pour être sûr que le spot, l'emplacement visé, le locus visé est vraiment celui que le malade a fixé, pour être sûr que l'anomalie ou la fonctionnalité de la rétine est vraiment à l'endroit où on a prédestiné. Les appareils automatiques ont aussi des alarmes en cas de mouvement de la tête. Quand la tête bouge, tout est décalé. Tout est décalé, soit à gauche, soit à droite, soit à haut ou en bas. Donc il est très important que la tête soit fixe. Alors les appareils automatiques détectent tout ça. Tandis que les appareils mécaniques n'ont pas toutes ces disponibilités-là. Et ça peut fausser. L'examen n'est pas aussi précis avec les appareils mécaniques qu'avec les appareils automatiques. Nous parlerons ici des appareils automatiques non robotisés. Planche numéro 13. Principe d'examen numéro 10. Planche numéro 13. L'appareil qui dresse la carte du champ visuel est appelé périmètre ou campimètre. L'examen lui-même s'appelle périmétrie ou campimètre. Planche numéro 14. Comme dit ci haut, le protocole ou méthodologie à utiliser pour un examen de champ visuel donné dépend de la pathologie concernée et du but de l'examen. Soit il s'agit d'un dépistage, soit ça peut être un dépistage de masse, soit un dépistage individuel. Dépistage de masse, c'est-à-dire que dans la population, on veut voir combien de personnes ont un champ visuel défectué. Dépistage individuel, le malade qui vient pour la première fois, on ne sait pas si son champ visuel est bon ou s'il est malade. Alors maintenant, on veut savoir où les situer, parmi les malades ou bien parmi les gens qui voient bien. Donc c'est ça, méthode de dépistage. Ou on peut faire l'examen pour un diagnostic ou un suivi. Évaluation de l'étendue ou de la bilatéralité. Donc, on peut faire le dépistage, on peut faire le diagnostic, on peut faire les suivis, c'est-à-dire comparer deux tracés, l'examen d'aujourd'hui et l'examen fait après un mois, une semaine, un an, 2 ans, 6 ans, pour voir s'il y a des variations, est-ce que la situation a évolué positivement, c'est-à-dire ça s'est amélioré, ou la situation a évolué négativement, c'est-à-dire ça s'est détérioré, la maladie s'est aggravée. Comment on peut déterminer l'étendue? Parce que on a vu dans les émissions passées, on parlait de scotomes, c'est-à-dire des zones où la rétine soit est hyposensible ou ne voit pas carrément. Quand il ne voit pas carrément, c'est le scotome absolu. Quand tu vois légèrement, mais pas assez, c'est le scotome relatif. Comme ça peut être aussi des scotomes positifs, c'est-à-dire qu'au lieu de voir l'image, on ne voit pas l'image, mais on voit à la place du noir, on voit des scintillements, des couleurs, des histoires qui n'existent pas dans la réalité. Là, on parle des scotomes positifs. Donc, le champ visuel peut aussi tester la bilatéralité, c'est-à-dire voir si les deux yeux regardent voient de la même façon. Parce que les deux yeux, le corps humain lui-même, d'abord au départ, il est asymétrique. Et puis les maladies qui sont dans le corps, principalement au niveau de l'œil, ils ne sont pas toujours symétriques. Il y a des maladies qui peuvent attraper un seul œil, comme ça peut attraper l'autre œil, et puis ça peut commencer à un œil, et puis après ça attrape l'autre œil. Comme ça peut commencer directement d'emblée par la bilatéralité. Par exemple, une intoxication peut attaquer directement d'emblée les deux yeux. Planche numéro 15, champ visuel numéro 12, planche numéro 15. Le premier critère qu'on se fixe, c'est ce qu'on appelle le programme. C'est-à-dire, quand vous démarrez un champ visuel automatique, il y a des protocoles qu'il faut choisir. Le premier protocole, c'est le programme. C'est la façon dont le spot sera projeté, fixe, statique, ou mobile, ou dynamique, ou cinétique. Et si l'intensité de la lumière sera progressivement intense ou constante. Donc, on peut déterminer si le spot sera mobile, cinétique, ou s'il sera fixe. Alors, et puis, si le spot lumineux sera d'intensité croissante, ou si l'intensité sera fixe. L'intensité croissante, c'est pour déterminer le seuil. Parce que, vous savez, le seuil, quand vous avez la rétine, par exemple, ça peut être sensible à seulement de fortes lumières. Comme ça peut être sensible à des très faibles lumières. Alors, maintenant, on peut déterminer la sensibilité de la rétine. À quelle sensibilité la rétine est sensible.
Par exemple, on commence par des petites luminosités proches du pénombre, hein, le soir, là, on appelle ça ce qu'on... Bon, maintenant, après, s'il ne voit pas, on monte progressivement jusqu'à déterminer le spot, l'intensité de lumière qui permet d'avoir une réaction au niveau de la rétine. C'est comme ça qu'on appelle intensité progressive. Le spot peut être aussi statique ou dynamique, comme on l'avait dit. Statique, c'est surtout pour les champs centrales, parce que c'est là qu'on a la vision centrale nette, des couleurs, et puis la vision centrale, c'est là la vision qui attire le plus de l'attention. Mais il n'est pas tellement sensible au mouvement, sauf au mouvement vraiment précis. Mais le champ visuel périphérique, lui, il est spécialisé pour la vision très faible et puis les mouvements. C'est comme ça qu'on a parlé des seuils. Le seuil au niveau des champs périphériques, du champ visuel périphérique, est très faible. C'est-à-dire qu'avec une très faible luminosité, la rétine réagit. Mais au niveau central, le seuil est plus élevé, beaucoup plus élevé, 10 000 fois moins sensible que la rétine périphérique. C'est comme ça que la nuit, on voit plus en rétine périphérique. On a donné l'autre fois l'exemple des étoiles. Quand vous regardez l'étoile la nuit, si vous fixez l'étoile directement, il risque de disparaître parce que là, vous tombez sur la vision centrale qui n'est pas assez sensible. Alors, il n'est pas en mesure de réagir à l'intensité faible de la lumière qui vient de l'étoile. Mais quand vous bougez un peu les yeux, pour regarder cette étoile-là en vision périphérique, l'étoile devient visible, mais alors il perd la netteté. Alors, en voulant maintenant voir sa nette, vous voulez rentrer dans la vision centrale, l'étoile disparaît encore. C'est ça un peu le problème qui se passe là. Donc, la netteté, la sensibilité et puis le mouvement. On passe à la planche 16. Planche 16. Après avoir décidé sur le programme à utiliser, c'est-à-dire s'il doit être statique, s'il doit être cinétique, s'il doit être à une illumination progressive, s'il doit être à une illumination fixe. Quand on a déterminé ce programme-là, on doit déterminer la stratégie. La stratégie du programme que l'on juge le plus approprié pour régir le programme. En général, la stratégie détermine le nombre et les coordonnées spatiales des points qui seront projetés. La stratégie, c'est-à-dire, vous pouvez chercher à tester un nombre déterminé, par exemple, une trentaine de points. Parce qu'avec les périmètres mécaniques, là, c'est l'opérateur qui détermine. Il peut déterminer même une infinité de points. Mais avec les périmètres statiques, le nombre de points est limité. Donc, vous devez choisir si vous devez travailler avec 30 points, 10 points, 100 points, 1000 points, c'est-à-dire des zones à tester. C'est ça qu'on appelle points. Donc, on détermine le nombre et les coordonnées spatiales des points qui seront projetés. Le nombre, je vous ai déjà expliqué, c'est la quantité de spots qu'on doit projeter à différents endroits. Et les coordonnées spatiales, si ça doit être ici en haut, si ça doit être en bas ici, si ça doit être là, ici, hein, on détermine tout ça, ça doit être au centre ou en périphérie. Planche numéro 17. Planche numéro 17, hein, CV14. C'est seulement à partir de ce moment-là, quand on a déterminé le programme et la stratégie, que l'on peut lancer le déroulement automatique de l'examen du champ visuel. Quand tout ça est réglé, c'est-à-dire qu'on a informé l'ordinateur, bon, le champ visuel automatique, ça comporte un ordinateur normal qui travaille avec le Windows, mais avec un programme, au lieu de Word, Excel, tout ça. Là, il y a un programme qui pilote les lumières qui doivent être projetées et puis qui interprète les résultats. Donc, après avoir déterminé le programme là, il faut déterminer la stratégie, le nombre de points. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on peut lancer le déroulement automatique de l'examen du champ visuel. Quand on a fait ça, tout devient automatique. C'est la machine lui-même qui fait le tout, qui examine. On a vu que ça peut même vérifier si l'œil fixe la cible, si l'œil est fixe, si la tête ne bouge pas et toutes les autres implications. Bien entendu, on peut travailler avec des spécifications prédéterminées par défaut. C'est-à-dire, au lieu que vous-même vous régliez ces histoires-là, la quantité de lumière, le nombre de spots, si ça doit être mobile ou si ça doit être fixe, la couleur du spot, on peut travailler avec des spécifications déterminées. Comme ça, quand le malade arrive, vous ne perdez pas de temps à faire des réglages, vous passez à des réglages standards et on lance l'examen. C'est comme ça qu'on appelle des spécifications prédéterminées
ou on appelle ça des spécifications par défaut. C'est-à-dire, dès que vous allumez la machine est déjà en ordre de travail selon un protocole déterminé qui n'est pas approprié pour toutes les maladies ou pour tout le monde. Et donc, c'est normalement nécessaire que le médecin, l'opérateur, fasse les réglages lui-même en fonction du cas du malade et des diagnostics que le médecin veut obtenir avec l'examen là. On passe à la planche numéro 18. Histologie de la rétine. Là, c'est important pour les médecins qui demandent l'examen, qui font l'examen aussi et qui doivent protocoler. C'est un peu très technique, c'est pour les médecins, mais on doit en parler parce que il y a aussi des jeunes médecins, il y a aussi, parfois on peut aussi se tromper, on peut oublier, on peut être un peu distrait. Alors il faut quand même rappeler toutes ces notions de base là. La rétine est essentiellement constituée des cellules suivantes. Les photorécepteurs, parmi les photorécepteurs, il y a les cônes et les bâtonnets. On a déjà vu que les cônes sont chargés de la vision des couleurs, de la vision de netteté, de la vision diurne. Ils sont 10 000 fois moins sensibles que les photons. C'est comme ça qu'ils sont plus sensibles pendant le jour quand il fait beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, que pendant la nuit. Et les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est pour la vision périphérique qui s'occupe de le mouvement, la détection des mouvements et la sensibilité à la vision nocturne. Donc, les constituants de la rétine, nous avons d'abord les bâtonnets, les photorécepteurs, j'ai expliqué les bâtonnets et les cônes, les cellules bipolaires. Les bâtonnets et les cônes, tout ça, ce sont des cellules qui contiennent des pigments visuels qui sont sensibles à la lumière. Quand la lumière les tape, les bâtonnets contiennent la rhodopsine et les cônes contiennent l'iodopsine. Il y a l'iodopsine qui est sensible au bleu, l'iodopsine qui est sensible au vert et l'iodopsine qui sont sensibles au rouge. On appelle ça couleur fondamentale. Quand vous mélangez ces trois différentes couleurs-là, soit 2 à 2, soit 3 à 3, en fonction des intensités différentes pour chaque couleur élémentaire, vous reconstituez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire toutes les couleurs qui existent qu'on peut voir. Et évidemment, l'absence de ces 3 couleurs donne le noir, et les 3 couleurs mises ensemble à intensité maximale, ça donne la couleur blanche. Donc, ce sont des cellules nerveuses. Quand ça a capté, quand ça a été stimulé par la lumière, par le clivage de la rhodopsine qui donne le groupe potassique, la vitamine A et l'opsine, maintenant ça déclenche un peu d'électricité qui stimule la membrane du photorécepteur. Ça déclenche ce qu'on appelle un flux nerveux qui va dans un deuxième type de cellule qu'on appelle cellules bipolaires. Alors, ces cellules bipolaires-là, ça capte les signaux qui viennent des cellules photorécepteurs pour les transmettre au dernier maillon qui est les cellules ganglionnaires. Bon, en plus de ces cellules-là bipolaires, donc on a vu les cellules photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, les cellules bipolaires qui transmettent la lumière, l'intermédiaire entre les cônes et les bâtonnets et les cellules ganglionnaires. On verra ce que c'est que les cellules ganglionnaires. Mais en dessous là, il y a aussi les cellules horizontales qui essaient de moduler. Quand il y a trop de lumière, il faut moduler pour que le cerveau ne soit pas inondé par là. Trop de lumière, ça va provoquer l'éblouissement. Et quand il y a trop peu de lumière, parce qu'il y a des cellules excitatrices, il y a des cellules aussi un peu inhibitrices. Quand la lumière est trop faible, les cellules horizontales inhibent les cellules inhibitrices pour que les cellules excitatrices prennent le dessus, pour qu'il y ait beaucoup de signaux qui passent pour arriver jusqu'au cerveau, pour que le cerveau puisse recevoir suffisamment d'informations pour l'objet qu'il est en train de regarder. Ça, ce sont les cellules horizontales. En plus de ça, il y a des cellules amacrines, et puis il y a des cellules ganglionnaires dont on a parlé. C'est-à-dire les cellules ganglionnaires, quoi. Quand ils ont reçu les signaux qui viennent de cônes et bâtonnets, les cellules photosensibles, ça a transité par les cellules bipolaires, modulées par les cellules horizontales et les cellules amacrines. Les cellules bipolaires maintenant font le dernier traitement et puis ils envoient tout ça, ils ont des fibres qui vont jusqu'au niveau de la papille du nerf optique et continuent. En fait, le nerf optique commence déjà pas au niveau de la papille, mais au niveau déjà de la rétine. Parce que la rétine, c'est déjà un prolongement du cerveau, parce que c'est un tissu nerveux. Même dans le cerveau, il y a des synapses. Donc, on peut dire l'œil, c'est déjà un prolongement du cerveau, à part que l'œil a la mécanique de la mise au point. Mais ce sont des cellules nerveuses qui vont jusqu'au cerveau, en passant par des intermédiaires. Donc, le nerf optique commence déjà au niveau
des cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires se rassemblent au niveau de la papille du nerf optique et à partir de là, ça forme le véritable nerf optique. Mais les fibres du nerf optique et les fibres rétiniennes ganglionnaires, ce sont les mêmes fibres qui se prolongent et qui s'arrêtent au niveau de corps génieux externe. Là, ça forme une autre synapse qui va jusqu'au cerveau. Bon, en plus de ça, il y a les cellules gliales de Müller. Dans une prochaine émission, on va parler des cellules gliales parce que maintenant, on a trouvé que ces cellules-là ne sont pas seulement chargées de diriger la lumière pour éviter les éclats, hein, mais aussi, ce sont des cellules, quand les cellules nerveuses de l'œil meurent, ces cellules-là peuvent régénérer pour reconstituer les cellules nerveuses de la rétine qui sont mortes. Alors, les chercheurs coréens ont trouvé la protéine qui inhibait ce mécanisme-là, qui faisait que quand la cellule nerveuse de la rétine était morte, on devenait définitivement aveugle. Maintenant, les chercheurs coréens ont trouvé une protéine qui désactivait ce phénomène-là. Maintenant, on a trouvé des méthodes pour désactiver ce phénomène-là, ce qui fait que les cellules rétiniennes mortes peuvent régénérer et redonner la vision. Donc, ça, c'est un espoir. On ne peut pas dire l'espoir de l'avenir parce que ça se fait déjà. Ils ont fait des expériences et ça a marché. Et les cellules nerveuses de la rétine qui étaient mortes, ces cellules ont repris la vision et les souris qui étaient aveugles ont repris la vue. On va développer ça plus tard. Il s'agit des cellules gliales de Müller qui se trouvent dans la rétine. Donc, ils n'ont pas seulement le rôle de soutien et de maintenir les cellules nerveuses en place, mais ils ont aussi le rôle de régénérescence des cellules nerveuses. Parce que jusqu'à présent, on essaie de régénérer les cellules nerveuses avec des médicaments, ça marche tant bien que mal. Mais ça améliore un peu, mais on n'a jamais atteint vraiment un résultat maximal qui fasse que l'œil retrouve la vision comme dans le passé. C'est un espoir pour les maladies, par exemple, comme le glaucome, la rétine pigmentaire, les dégénérescences maculaires liées à l'âge, le décollement de la rétine et d'autres. Donc, ça, on reviendra sur ça dans les prochaines émissions, plus en détail, on ne parlera que de ça. On peut passer à la planche 19, les maladies diagnosticables au champ visuel. Maintenant, nous passons aux maladies diagnosticables du champ. Dans quel cas il est utile de demander un examen du champ visuel? L'analyse du champ visuel permet de détecter plusieurs types de pathologies oculaires et neurologiques, en évaluant la sensibilité et la perception visuelle dans différentes zones du champ visuel. On en avait déjà parlé. On passe à la planche 20, maladie du champ visuel 2, planche 20. Parmi les maladies diagnosticables avec le champ visuel, les maladies pour lesquelles le champ visuel peut apporter des informations cruciales, soit les éléments décisifs pour le diagnostic, pour l'évolution, la nature, l'étendue et tout ça, il y a premièrement le glaucome dont on a déjà parlé. Hein? Le champ visuel, dans les glaucomes, l'analyseur des champs visuels intègre des outils spécifiques comme le glaucoma Helmfield THGST et l'analyse de progression du glaucome. Donc, ça permet de détecter le glaucome et à la longue, comme on avait dit, avec des champs visuels comparatifs en différents temps, en différents moments, on peut déterminer l'évolution du glaucome si ça évolue bien, si on essaie de récupérer, si ça s'aggrave. Comme on a vu que maintenant, on a trouvé des méthodes pour faire revenir la section en arrière, ça peut donner les indications sur la récupération de la vision. Et cette méthode facilite la détection précoce et le suivi de cette maladie caractérisée par une perte progressive du champ visuel, d'abord périphérique, et puis due à une atteinte du nerf optique. Comme on a vu, les glaucomes détruisent d'abord les champs périphériques parce que c'est là que les cellules sont les plus sensibles. Et puis les cellules qui viennent de la périphérie passent par le bord de la papille optique. Là, c'est coincé entre c'est coincé entre les os et il n'y a pas les moyens de se dilater un peu. Et ça souffre plus que les cellules qui sont à l'intérieur. Les cellules qui sont à l'intérieur de la papille optique sont les cellules de fibres nerveuses qui viennent essentiellement de la rétine centrale, c'est-à-dire là où il y a les cônes qui sont chargés de la vision nette, la vision des couleurs, la vision diurne. Alors,
Comme c'est au centre, ils sont protégés. La perte de fonctionnalité de ces cellules-là centrales viennent un peu en retard après la perte des cellules périphériques. C'est comme ça que la détérioration du champ visuel, dans le cas de glaucome, ça commence par la périphérie et se termine par le champ central où l'œil devient totalement aveugle. Mais comme on a dit, on a vu, maintenant il y a l'espoir pour essayer de guérir ce genre de situation. On passe à la planche numéro 21, champ visuel numéro 3, dégénérescence. Parmi les maladies pour lesquelles le champ visuel est particulièrement utile pour la détection, le suivi et le pronostic et puis l'intensité du traitement, il y a la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie qui fait quoi? Des cellules visuelles au niveau de la vision centrale, au niveau des cônes, ces cellules-là commencent à déperdir, c'est-à-dire qu'elles commencent à souffrir et à mourir. Pourquoi? Parce que, à faute, il n'y a pas assez d'antioxydants, et puis c'est exposé surtout à la lumière bleue, et puis d'autres problèmes, le vieillissement, et puis des phénomènes toxiques aussi. Alors ça provoque la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où il y a trop de liquides qui commencent à suinter dans les vaisseaux, ou bien alors il y a des druséens, ce qu'on appelle des druséens, des histoires qui commencent à apparaître, qui compriment les vaisseaux et empêchent les cellules visuelles, comme les photorécepteurs, ça empêche ces cellules visuelles de bien respirer et de bien se nourrir, et ça provoque ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette maladie est bien suivie par les champs visuels qui donnent l'emplacement exact des cellules qui souffrent et puis l'évolution de la maladie. Donc, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le test du champ visuel permet d'identifier les défauts centraux caractéristiques de la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui affectent la vision centrale. On a déjà expliqué avec quoi la vision centrale a trait, la vision centrale a trait à la vision nette, la vision des couleurs, la vision diurne et puis les mouvements les plus fins. Bon, on passe à la planche suivante, je pense que c'est la planche numéro 22, champ visuel 4. D'autres maladies qui nécessitent, disons, pour lesquelles le champ visuel est particulièrement utile pour le diagnostic, le suivi, la mise au point et tout ça, c'est les troubles rétiniens. Avec sa source lumineuse adaptée à la stimulation des cônes, la machine peut détecter des anomalies rétiniennes affectant la sensibilité visuelle, comme on l'avait déjà dit, y compris des pathologies comme la rétinite pigmentaire ou d'autres dystrophies rétiniennes. On a déjà parlé de la rétinite pigmentaire, on a parlé des glaucomes et d'autres dystrophies rétiniennes qui sont plus techniques, qui ne seront pas utiles vraiment pour les téléspectateurs lambda. On passe à la plage 23, maladie diagnosticable au champ visuel 5. Parmi les maladies diagnosticables, eh bien, suivables, qui peuvent être suivies, diagnostiquées pour la prévision, les diagnostics, tout ça, les pronostics, il y a les lésions du nerf optique. Les défauts du champ visuel peuvent révéler des neuropathies optiques. C'est-à-dire, dans les nerfs optiques, il y a plusieurs neuropathies. Il peut y avoir des compressions, il peut y avoir des malnutritions, il peut y avoir des insuffisances de vitamines, il peut y avoir des sections. Par exemple, dans un accident, pouf, le nerf peut se sectionner entièrement, ou bien ça peut se sectionner partiellement, ou bien un débris peut comprimer le nerf. On peut avoir le neurotomexis, axonotomexis et tout ça. Notamment les affections du nerf optique dues à des compressions, comme je dis là, des inflammations ou ischémie du nerf optique. Ischémie, c'est quand il y a des obstructions du nerf optique, ça peut être une embolie. Quelqu'un reste assis pendant longtemps, le sang se coagule et quand il se lève, alors l'embolie peut se déplacer et puis aller obstruer soit dans le cerveau, soit dans les nerfs optiques. Et les nerfs optiques est nourri par des vaisseaux. Si ces vaisseaux-là sont bloqués, le nerf optique ne sera plus nourri, il va entrer dans la nécrose, ce qu'on appelle l'ischémie du nerf optique. Comme ça peut aussi être, pas seulement dans le nerf optique, ça peut être aussi parmi les nerfs, les artères qui nourrissent la rétine. Et là, on entre dans la nécrose de la rétine. Bon, on passe à la planche numéro 24, maladie du champ visuel. Planche numéro 24, détectable au champ visuel.
les maladies neurologiques purement, parce que là on a parlé des maladies du nerf optique. Par maladie neurologique, ici on entend surtout les maladies du cerveau, à l'intérieur du cerveau. L'analyse du champ visuel permet de détecter des atteintes des voies visuelles centrales. C'est-à-dire, nous avons vu que les nerfs optiques prend les données visuelles à partir de la rétine, les amène jusqu'au niveau du cerveau, mais en passant par les corps généraux externes. Tout ça, on parle de ça, des voies optiques. Alors, ces voies optiques, ça peut aussi, au niveau de, par exemple, au niveau, quelque part là où il y a la décussation, en dessous de l'hypophyse, on peut avoir des tumeurs qui peuvent faire que ça comprime les nerfs qui viennent des yeux. Alors là, les nerfs comprimés vont produire ce qu'on appelle chordanopsie, c'est-à-dire une partie du champ visuel ne voit plus. Alors, ça peut se refléter au niveau du champ visuel. Comme ça peut, on peut avoir une inflammation, une tumeur, une infection au niveau des fascicules, entre le chiasma et les corps genouillés. Tout ça, ça donne des lésions typiques. À chaque niveau, ça donne des lésions typiques. Entre les corps genouillés, les radiations optiques qui vont jusqu'au niveau du cerveau, là aussi, il y a des lésions typiques. Alors, en examinant bien ces lésions-là, on peut déterminer s'il y a une tumeur dans les cerveaux, s'il y a une hémorragie, une ischémie, ou bien une inflammation, n'importe quoi, qui peut empêcher les champs visuels d'être complets. Comme on peut aussi avoir des lésions au niveau du cortex, c'est-à-dire le centre même où les images atterrissent pour être dirigées dans d'autres centres plus évolués du cerveau, pour être analysées, parce que le cerveau, il y a beaucoup de centres. Il y a des centres pour détecter des objets, l'objet d'abord en tant que lui-même, en tant qu'objet de vent, mais il y a aussi les capacités de déterminer l'orientation. Est-ce que l'objet est oblique à droite, oblique à gauche, de quel degré? Est-ce que l'objet se déplace? Est-ce que l'objet est rond, circulaire, carré, losangique? Est-ce que l'objet fait comment? De quelle couleur? Est-ce que l'objet est brillant? Tout ça, ce sont des fonctionnalités du cerveau. Alors, quand il y a des lésions à un des endroits du cerveau qui s'occupe d'une de ces fonctionnalités-là et d'autres, alors la plupart de ces lésions sont visibles, détectables au niveau du champ visuel. C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre dans le crâne, on peut faire la radio, on peut faire la tomographie, on peut faire l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, on peut faire le scanner, on peut faire le PET scan. Le PET scan, c'est quoi? Positron Emitted Tomography. C'est-à-dire, c'est une tomographie, c'est-à-dire une coupe biologique. Une coupe, par exemple, souvent, dans l'ancien temps, les coupes, c'était quoi? On prenait un organe, soit chez un cadavre, soit chez un vivant, on parlait de biopsie, on prend un organe, on le met dans une cire là, tout ça, on met au congélateur à une température très basse. Maintenant, on coupe avec un microtome pour faire une coupe très fine. On passe ça au microscope. Maintenant, pour voir les états, évidemment, souvent il faut colorer pour rendre les structures visibles. Mais maintenant, on ne fait plus ça. On fait ces examens-là in vivo. Ces coupes-là, on le fait in vivo. C'est grâce aux rayons. On passe des rayons très fins sous forme de lamelles qui passent, qui coupent. C'est ça le principe de la tomographie, les IRM, tout ça. Mais maintenant, ça montre l'anatomie. Il y a aussi, pour montrer comment les cerveau fonctionne. C'est comme ça qu'on est arrivé à trouver que quand le cerveau conçoit quelque chose, entre la conception et la manifestation, c'est-à-dire quand le cerveau voit quelque chose de dangereux, entre ce temps-là et le moment où la personne va réagir, ou bien quand le cerveau conçoit une idée, entre ce moment-là et le moment où le malade va parler, il se passe un délai. Ce n'est pas spontanément. Alors, le PET scan donne le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonctionne comment? Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle antimatière. C'est ça qu'on utilise dans les PET scans, positron emitted tomographie. Les positrons sont des antimatières de l'électron. Alors, on peut les appeler électrons positifs. Parce que les électrons sont négatifs, là sont des électrons positifs. Quand l'appareil positron, l'appareil PET scan, envoie les rayons bombardent le cerveau, les zones du cerveau qui sont en fonctionnement,
leur émettent des électrons négatifs. Alors, ces électrons-là, en contact avec les antimatières projetées par le PET scan, ils réagissent, ils produisent une explosion en miniature. Et cette explosion en miniature émet des radiations. Ces radiations-là sont captées par l'appareil PET scan et analysent la topographie du cerveau où il y a le plus d'activité. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'à tel moment, devant telle situation, c'est telle zone. Quand vous avez par exemple peur, on dit que c'est telle zone du cerveau qui s'occupe de la peur. Quand vous avez par exemple la joie, on sait que c'est telle zone qui s'occupe de la joie. Quand vous voulez faire fonctionner votre mémoire, c'est par exemple dans l'hippocampe, on sait que la mémoire, quand on fait fonctionner la mémoire, ça se trouve dans telle zone du cerveau. Donc ça donne une idée. Donc, ce qu'on a dit. Mais maintenant, au niveau du champ visuel, le champ visuel ne détecte pas ces histoires dans le cerveau, mais de façon fonctionnelle au niveau du champ visuel. C'est-à-dire que les zones qui sont atteintes dans le cerveau, les lésions, les absences de vision que ça provoque au niveau du cerveau, ces absences-là sont reflétées au niveau du champ visuel, parce que le champ visuel, l'appareil du champ visuel ne va pas capter, le malade ne va pas capter des signaux dans ces zones-là du cerveau, même si la rétine est bonne. Alors, ça va donner des hiatus, c'est-à-dire des zones de scotome au niveau du champ visuel. C'est comme ça, je relis encore. Le champ visuel, donc, peut détecter, être utile dans les maladies neurologiques. L'analyse du champ visuel permet de détecter des atteintes des voies visuelles centrales comme des hémianopsies. Hémianopsie, c'est-à-dire, vous voyez, c'est hémi, c'est la moitié, donc la moitié du champ visuel est perdue. Par exemple, dans les cas des tumeurs au niveau entre les chiasmas et le corps génu externe. Quand c'est comprimé, il y a toute une partie du champ visuel qui sera amputée. Les quadranopsies, comme vous avez dit déjà, surtout les tumeurs qui sont au niveau du chiasma et au niveau de dépasser les corps génués externes, entre les corps génués externes et les cortex visuels qui s'occupent de la vision première poste, qui captent la vision consciente. Les tumeurs cérébrales, accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaques ou autres lésions cérébrales. On passe à la planche 25, toujours les maladies diagnosticables au niveau du champ 7, planche 25. Planche 25, champ visuel 7. Le champ visuel peut détecter des défauts précoces subtils, c'est-à-dire des défauts qui ne se manifestent pas encore. C'est-à-dire quand vous regardez le comportement de la personne, vous ne sentez pas qu'il a un déficit. Mais avec le champ visuel, on peut détecter déjà des lésions précoces, subtiles, c'est-à-dire presque imperceptibles, mais les champs visuels les détectent. Grâce à une base de données normatives élaborées et à des tests spécifiques, par exemple champ bleu-jaune SWAP, l'appareil qui analyse le champ visuel peut détecter des défauts précoces subtils du champ visuel, utiles pour un diagnostic précoce. Tout le monde sait qu'on dit prévenir, c'est guérir. Donc prévenir, c'est aussi détecter la maladie précocement. Parce que quand la maladie est détectée précocement, ça n'a pas encore de lésions, ce n'est pas encore bien enraciné, c'est encore superficiel. Et on peut facilement l'éradiquer, on peut facilement les soigner. Mais quand maintenant ça devient poussé, ça devient difficile parce que ça crée des lésions chroniques, ça crée d'autres inflammations et ça détruit d'autres structures qui permettent la protection, parce qu'il y a des zones de protection, des zones de ceci, ça détruit des structures qui peuvent protéger encore la zone malade et la maladie devient plus difficile à soigner, et sans compter que souvent ça laisse des séquelles. Le tissu fonctionnel est remplacé par des tissus cicatriciels, ce qu'on appelle tissus scléreux. Alors, c'est comme ça que le champ visuel permet de détecter précocement les affections oculaires, disons oculaires comme ça, mais nous avons vu qu'il y a des affections du cerveau qui peuvent se manifester au niveau du champ visuel. Donc le champ visuel permet de détecter tout ça précocement pour avoir un traitement précoce qui sera moins onéreux, plus efficace et qui permettra d'éviter des séquelles qui seront peut-être irréversibles. Donc c'est la nécessité quand même de faire régulièrement son champ visuel pour savoir se situer, faire
comment on appelle ça, l'état des lieux. Bon, on passe au diapositive numéro 26, dia numéro 26, CV8. Parmi d'autres maladies qu'on peut diagnostiquer au champ visuel, c'est la choriorétinite juxtapapillaire. Elle provoque un déficit fasciculaire au champ visuel. Ça, c'est technique, ça risque d'ennuyer les histoires bandies. Mais vous savez que la choriorétinite juxtapapillaire, la papille, c'est là où les nerfs optiques passent dans les fibres du nerf optique passent par la papille pour former une continuation qu'on appelle nerf optique. Mais ce sont les mêmes fibres qui viennent de la rétine, qui vont jusqu'après la colonne et constituent le nerf optique. Maintenant, une atteinte para c'est-à-dire à côté. Juxtapapillaire, c'est juste à côté, c'est comme para. Donc, une atteinte à ce niveau-là est facilement diagnostiquée à l'examen du champ visuel. Et ça permet de soigner la maladie, comme j'avais dit, soigner précocement et pour éviter des séquelles et puis pour être donner un traitement beaucoup plus efficace et beaucoup moins onéreux. Un traitement moins cher, plus efficace et qui permet d'éviter les effets, les séquelles. On passe à la planche 27, d'autres maladies encore diagnosticables au champ visuel, planche 8, planche 27, CV numéro 8. Là, on cite seulement les maladies diagnosticables au champ visuel. Heureusement, là, on cite seulement. Il reste 3 minutes. Choriorétinite séreuse centrale, on va en parler plus tard. Épithéliopathie rétinienne diffuse, on va en parler aussi plus tard. La vitaminose A, tout le monde sait que la vitamine A est essentielle à la vision, essentielle dans la lutte des maladies. C'est comme ça que quand les enfants font la rougelle, on leur donne la vitamine A parce que ça favorise, ça stimule le système immunitaire, mais ça stimule aussi les yeux. Alors la vitaminose A peut provoquer des maladies qu'on diagnostique au niveau du fond du champ visuel. Ça empêche que la vision soit sensible dans l'obscurité. Vous voyez, quand on a la vitaminose A, on ne voit pas bien la nuit, on commence à cogner les meubles dans la maison, même si la lumière est suffisante, tout ça. Bon, il y a aussi la rétinite pigmentaire. Tout ça, ça donne aussi des déficits de la vision. La rétinite pigmentaire et vitamine A, les deux, donnent des difficultés à voir dans les lumières faibles, ce qu'on appelle pénombre, éclairage scotopique. Bon, etc., etc. Bon, on nous a dit qu'il est temps, on s'arrête là, le reste, on va voir la prochaine émission et nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons d'être très nombreux la prochaine fois parce que de bonnes choses arrivent. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est l'introduction, les choses profondes. Bientôt, ça va commencer. J'espère que ça va intéresser tout le monde et donner un peu plus d'informations à tout le monde pour savoir se prémunir, comment se protéger, comment se comporter pour éviter certaines maladies désastreuses et qui peuvent prolonger la vue et la vie parce que la vue, c'est la vie. Au revoir et à la prochaine fois et on vous remercie encore. Et ceux qui veulent participer à l'émission est ouverte à tout le monde. Ceux qui veulent participer, ils nous font signe, le numéro est là, ils nous communiquent et on peut, le micro est là, parce que tout le monde qui a une bonne idée, c'est surtout pour les gens qui veulent innover. Tous ceux qui ont des bonnes idées, qu'ils soient commerçants, maçons, n'importe quoi, médecins, ingénieurs, tout ça, ils peuvent passer, du contact peut passer, on va les laisser passer pour partager ses connaissances avec les autres. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.